Dans cet épisode de notre podcast, nous explorons le parcours personnel de transformation spirituelle et psychologique à travers l'histoire d'une jeune femme française vivant dans la campagne qui a débuté son voyage à l'âge de 14 ans. Fascinée par la spiritualité, elle s'est plongée dans sa première lecture sur le sujet, ouvrant ainsi les portes de sa conscience. Cependant, à cet âge, elle reconnaît que son esprit n'était pas encore assez mature pour assimiler pleinement les enseignements qui s'offraient à elle. Son adolescence fut marquée par une quête intense de compréhension, stimulée par de nombreuses discussions avec ses amis. Cette soif de savoir l'a amenée à développer une capacité d'analyse bien supérieure à la moyenne, ce qui l'a paradoxalement souvent isolée de ses pairs. Elle admet s'être perdue dans des relations amicales inadéquates, où son désir constant d'analyser et de comprendre tout ce qui se passait autour d'elle l'a finalement éloignée des véritables interactions humaines. En parallèle à son intérêt pour la spiritualité, elle s'est également intéressée à la psychologie, ce qui a renforcé sa tendance à excuser le comportement des autres, comprenant leurs motivations, mais négligeant de changer son propre comportement. Ce n'est que lors d'une relation significative qu'elle a réalisé l'inutilité de sa démarche purement intellectuelle. Elle a pris conscience que comprendre n'était pas suffisant. L'intégration et l'action étaient nécessaires pour une véritable transformation personnelle. Cette prise de conscience a marqué un tournant dans son développement personnel. Elle a commencé à s'introspecter plus profondément, cherchant à comprendre les mécanismes sous-jacents de son comportement et à les transformer. Ce processus n'a pas été simple. Elle a dû lutter contre 7 ans de conditionnement mental et d'habitudes enracinées pour enfin passer à l'action et appliquer concrètement les leçons apprises. Notre protagoniste admet que malgré ses années d'études et d'analyse, elle avait beaucoup à réapprendre. Elle a dû adopter la position d'une élève ouverte à de nouvelles expériences et prête à mettre en pratique ses connaissances. Ce fut un voyage difficile, mais enrichissant, qui lui a permis de transformer véritablement sa vie. Nous discuterons donc aujourd'hui de la manière dont les connaissances et la compréhension peuvent parfois nous enfermer dans une tour d'ivoire intellectuelle et comment l'incorporation de ces apprentissages dans nos actions quotidiennes est essentielle pour un véritable changement personnel. Nous partagerons également nos expériences et nos perspectives sur ce processus fascinant. Bonjour messieurs, Bonjour. Bien le bonjour. plaisir de discuter avec vous aujourd'hui de cette histoire intéressante qu'on a pu introduire dès le début. Est-ce que Romain, tu voudrais te présenter, commencer? Bien sûr, je m'appelle Romain, j'aime bien l'entrepreneuriat et surtout la psychologie. Et derrière ça, un sujet me passionne par-dessus tout, ça va être les influences qui vont constituer la psyché d'un individu et comment est-ce que ces influences vont régir sa vie tout le long de sa vie jusqu'à sa mort et comment est-ce qu'on peut optimiser ces dites influences pour optimiser son psychique et donc faire en sorte d'avancer là où on veut avancer et non pas là où on a été conditionné à avancer. Monsieur Yann, Bonjour, moi je m'appelle Yann. Je suis spécialisé dans les archétypes de personnalité, qui est un modèle de compréhension du monde et de l'humain, qui est en fait une mixture de différents modèles, qui sont le MBTI, la psychologie jungienne, la socionics, les fonctions cognitives de John B et Forsyth Dynamics. Donc, je suis spécialisé dans un modèle, on va dire, qui permet d'avoir une compréhension sur ces différents aspects de la personnalité. Et je suis passionné par la psychologie depuis que je suis tout petit, comme cette demoiselle, dont on va analyser un petit peu la psychologie, la personnalité, également les comportements. Et j'ai une chaîne YouTube sur la psychologie où j'analyse ces différentes choses. très bien. Et pour conclure, pour me présenter, donc je m'appelle Rémi, comme vous devez le savoir déjà, tout est indiqué, et je traite principalement donc de l'aspect psychologie comportementale et cognitive dans les relations hommes-femmes, dans la dynamique de séduction, de relations amoureuses, pouvant aller jusqu'au mariage et aux enfants. Très bien, Parfait. très intéressant. On a un un bel ensemble, un beau tableau et surtout, avant tout, une belle entrée en matière. Romain, Bon alors si tu ouais, veux commencer, ouais, par rapport bien au sûr. sujet. L'objectif de cette histoire, au-delà de captiver l'attention, est bien plus d'illustrer une situation de vie que beaucoup de personnes dans laquelle beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître. Alors pas forcément par rapport aux âges, mais de manière globale. Dans cette quête, d'évolution, de spiritualité, de développement personnel tout simplement et
Le développement personnel a ces dernières années pris un essor qui est devenu un petit peu mainstream et plusieurs chemins ont été empruntés par diverses personnes différentes. On peut trouver plusieurs ouvrages, plusieurs vidéos et on peut un petit peu s'y perdre. Là, notre protagoniste explique que donc dans son cheminement de développement personnel, d'amélioration, elle a beaucoup intégré de connaissances, elle est venue beaucoup en apprendre sur, le modèle qui régisse les interactions humaines d'un point de vue purement rationnel. Mais que cette rationalité, cette logique, cette compréhension intellectuelle ne l'a pas forcément amenée, elle, à son épanouissement, à son bonheur, à sa à ressentir au quotidien des émotions plutôt cool que tout être humain tend à vouloir ressentir. La chose se fera tout au long du podcast, mais il est important de pouvoir discerner, comme certains pourront le dire, le développement personnel du travail sur soi. Donc cette jeune femme en est venue à réaliser un travail sur elle-même. Quelle est la différence? La différence est assez importante. Dans la constitution psychique de tout individu, on va retrouver l'inconscient collectif, c'est-à-dire que ça va être les influences les plus profondes qu'on n'est pas capable de capter dans leur état pur, car elles vont se noyer dans des comment dire? Dans des ramifications dues, à la culture, au langage, à son expérience personnelle. Ensuite, on va retrouver l'inconscient personnel. Donc là, ça va être la somme des expériences qu'on aura vécues tout le long de son enfance et toute sa vie, qui va faire que l'on va être un être humain plus ou moins intègre et stable. Ça va être également l'ensemble des compétences que l'on maîtrise, comme se brosser les dents ou faire ses lacets. Et enfin, donc on va retrouver le moi. Et le moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'identité. L'identité, ça va être la somme de nos expériences, de nos souvenirs qui vont nous amener à croire que l'on est telle ou telle personne et donc à nous faire nous comporter de la manière dont on croit qu'on est à l'instant T. Et c'est justement de cette faille que va vouloir venir le besoin et également la possibilité de se développer personnellement. Parce que donc moi je suis X à tel moment et je veux devenir Y dans le futur. C'est-à-dire je vais vouloir changer mon identité. Par exemple, je suis gros, je veux devenir, musclé. Je suis, débile, je veux devenir intelligent, et cetera. Maintenant, donc c'est là où le bât blesse, la compréhension intellectuelle ne va pas permettre l'intégration dans les parties de la psyché, c'est-à-dire dans l'inconscient de l'individu, les choses qui vont lui permettre réellement d'avancer. La carte n'est pas le territoire et on peut ajuster autant que l'on veut la carte, y faire les ramifications, les dessins, les modifications que l'on souhaite à l'infini, ça ne changera jamais le territoire. Et le piège, c'est de s'enfermer dans ce paradigme mental dans lequel on va croire évoluer, du fait que l'on a beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension, qu'on va pouvoir venir expliquer certaines choses, certains comportements. L'explication permet bien sûr de comprendre et la compréhension permet l'intégration, mais la compréhension en elle-même et l'explication ne suffit pas. Parce que pour chaque, souvenir, expérience que l'on va intégrer, il va y avoir une ramification de ce que l'on va appeler des valeurs. C'est-à-dire que l'on va avoir une valeur dans la partie consciente, plusieurs valeurs dans notre inconscient personnel et plusieurs valeurs dans l'inconscient collectif. Les valeurs, ça va être les influences que l'on pense être bonnes ou mauvaises pour nous et pour notre survie. Et la connaissance va venir modifier ces valeurs, certes, mais uniquement dans le conscient. C'est-à-dire que si par exemple, j'aimerais être plus extraverti, j'aimerais pouvoir parler en public. Donc je vais lire des livres sur l'art oratoire, sur le fait de parler en public, et cetera. Donc je vais pouvoir changer ma valeur et comprendre comment faire d'un point de vue technique dans mon conscient. Maintenant, dans mon inconscient, j'ai par exemple eu une expérience où je suis allé en public et où j'ai été humilié. C'est-à-dire que je vais avoir à différentes échelles un ensemble de valeurs qui ont stocké exposition aux gens,
humiliation, donc rejet, donc danger. Pareil à l'échelle de l'inconscient collectif. Ce qui veut dire que bien que j'ai changé une valeur, que j'ai évolué sur un point dans mon conscient, sur 8, 9, 10 autres points dans mon inconscient, rien n'a bougé. Et c'est là où le travail personnel rentre en jeu. Et c'est là où le travail personnel est plus important que la compréhension. Parce que tant que vous ne faites pas votre travail sur vous, c'est-à-dire aller dans votre inconscient, chercher tous vos souvenirs, donc toutes vos valeurs liées à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, les changer, les modifier, bah, entre autres pour exprimer, libérer l'émotion et injecter de la sécurité là où votre inconscient a cru qu'il est en insécurité vis-à-vis de quelque chose, de manière à ce que votre inconscient vous dise: «C'est OK, tu peux y aller» et donc naturellement, vous serez beaucoup plus à l'aise à aller donc par exemple en public. Cela peut après je vais laisser la parole à mes camarades qui ont sûrement beaucoup de choses à dire vis-à-vis de ce que j'ai pu exprimer. Et donc cela peut aussi s'apparenter quand on a enfin se ressortir quand on a enfin nos faiblesses peuvent ressortir quand on est en présence d'un membre du sexe opposé, d'un concubin, d'un dit concubin, car il va être le miroir direct de nos failles, de nos faiblesses et de ce que l'on n'a pas guéri en nous. Et tant que l'on ne l'a pas guéri, elles continueront à ressortir constamment et donc nous enfermer dans une boucle qui fera que l'on revivra constamment les mêmes expériences, les mêmes émotions et la même vie au fil des âges jusqu'à mourir. Et ça, c'est triste de mourir sans jamais avoir vécu. Amen. Voilà pour une Intéressant. première. Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire, à ponctuer, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, dans un premier temps, vis-à-vis de ce que j'ai pu exprimer? Mmh. Et la réponse peut être non, parce que je suis très, très bon. Par rapport au fait de ne pas être d'accord, effectivement, c'est quelque chose de très pertinent que tu as dites. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la grande partie de ce que tu as dit, heu, si ce n'est tout. Un point que j'aimerais soulever, que je trouvais très intéressant et qui je pense vaut le coup d'être, développé un peu plus encore, pour bien faire la distinction entre développement personnel et travail sur soi. Hem, D'après ta compréhension justement de ce que ça implique le travail sur soi pour l'individu, heu, ça peut s'expliquer facilement que les gens vont préférer se diriger vers du développement personnel qui va être beaucoup plus simple, facile à mettre en place, par rapport à justement un travail qui va être plus en profondeur et qui va lui demander plus d'efforts. Est-ce que, dans ta compréhension du sujet, il est possible de réaliser un travail sur soi par soi-même? Oui, alors, le travail sur soi ne peut se faire que par soi-même. La guérison ne peut venir que par soi-même. L'évolution ne peut venir que par soi-même parce que parce que c'est nous. C'est-à-dire que même si on ne peut pas l'expliciter avec des mots, c'est quelque chose d'assez inné, instinctif, hein, c'est notre cerveau, c'est nous qui l'influençons, ce sont nos paradigmes mentaux et cetera. Donc dans tous les cas, la décision de réaliser cette guérison vient de nous et ce développement vient de nous. Cependant, mis à part peut-être chez enfin, chez une minorité vraiment infime, il faudra toujours de l'aide. Alors, cette aide pourrait ça pourrait pas s'apparenter à de la dépendance? Non. Parce qu'à partir du moment où on va vouloir évoluer, la bonne aide va venir à nous. C'est-à-dire qu'on va rencontrer la bonne personne, la bonne méthode, le bon à partir du moment où on s'ouvre l'esprit, on va faire venir rentrer des choses que l'on n'aurait jamais fait rentrer. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir des influences autres, donc des petites croyances que l'on avait sur soi-même, sur la vie vont venir commencer à se casser. Donc petit à petit, ça va ouvrir la brèche pour évoluer. Donc on prend la première décision d'évoluer. Donc ça en revient à nous-mêmes. Ensuite, sur tout le processus de guérison, il faut qu'on soit aidé, accompagné, ne serait-ce que par des personnes qui sont au-dessus de nous pour que l'on puisse être inspiré, pour que l'on voie réellement que ça existe. Parce que la chose principale qui va faire que l'on ne va pas aller dans telle ou telle direction, c'est qu'on n'a absolument aucun modèle et qu'on pense que c'est impossible pour les autres et donc encore moins possible pour nous-mêmes. Donc on va s'ouvrir à des modèles, évidemment à des personnes qui ont déjà eu affaire à telle ou telle blessure, donc des experts,
des bons experts de préférence, pas des psychologues qui vont souvent être les plus névrosés ou pire, des assistants sociaux. Ces gens-là devraient être les premiers à guérir. Bref, ce n'est pas la question. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble de processus de guérison, là, évidemment, il va y avoir une aide extérieure. Faire des activités annexes, du théâtre, du chant, de la danse, de l'expression artistique. Parce que l'émotion est une énergie. Et quand l'énergie reste bloquée dans le corps, ça va faire que l'on va devenir tout, tout bloqué, tout raflétri. On va devenir névrosé, malade. On va être jaloux des gens qui vont avoir cette expression parce que soi-même, ça veut sortir, mais on s'en empêche. Donc, ça nous renvoie à notre propre faiblesse. Donc voilà, des choses qui permettent l'expression artistique. Le voyage pour rencontrer des gens, parce que quand vous rencontrez des enfants amputés qui ont perdu leur père et leur mère dans la guerre à l'âge de 3 ans, vous vous dites finalement le fait que Dimitri ait volé mon bonbon en CM1, ça me choque légèrement moins. Donc ça nous permet encore une fois de faire rentrer dans notre cerveau des expériences qu'il n'a jamais eues, si ce n'est, enfin qu'il n'a jamais eu d'un point de vue émotionnel, qu'il n'a jamais vécu par le corps, en plus que par l'esprit. Et donc à partir de ce moment-là, ça va permettre la guérison. Donc et à la fin, enfin tout le long du processus, c'est toujours à nous d'accepter cette guérison, oui, de faire en sorte qu'il y ait la guérison et donc d'avancer, d'évoluer. C'est-à-dire que le début, enfin le tout début de l'aventure, c'est nous qui prenons la décision et tout le long du processus, c'est toujours un partenariat entre les gens qui peuvent nous aider et nous-mêmes. Et sans les gens, on ne pourrait pas avancer, ou du moins, sauf si on médite 30 ans dans une grotte, ce qui n'est pas l'objectif non plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que sans le fait que nous-mêmes on soit prêt au changement, il n'y aura pas le changement. Donc, je dirais c'est 50-50. Mmh. Voilà, pour répondre à la question dans sa globalité. C'est d'ailleurs, c'est pareil chez n'importe quelle maladie, chez n'importe quelle réticence. À partir du moment où on s'ouvre à la possibilité de la nouvelle expérience, de la nouvelle croyance, la nouvelle concrétisation d'un résultat, bah, ça permet de le mettre en place, ça permet d'avoir du feedback. Parce que ce qui est douloureux, c'est jamais le fait de créer cette nouvelle expérience, même si on a une phobie. Ce qui est douloureux, c'est pas le fait de voir une araignée, c'est que l'araignée nous renvoie à une émotion qui ne s'est pas libérée et donc qui va s'activer au moment où on voit l'araignée. Donc c'est-à-dire, c'est toujours le passé qui influence le présent. Mmh. Voilà. Très, très intéressant, ouais. Très, très intéressant et ça fait poser donc du coup une question, subséquente qui, en tout cas, m'apparaît comme étant très logique. C'est imaginons un cas qui doit être le cas de beaucoup de personnes de toute évidence, qui ont déjà un schéma répétitif qui est ancré, justement, qui se renforce, qui s'auto-renforce, constamment et que ces personnes sont vraiment bloquées dans une boucle où elles ne perçoivent même pas la possibilité que de tester une nouvelle expérience pour sortir de cette boucle et faire en sorte donc de travailler sur elles-mêmes, guérir cette blessure et aller mieux. Donc pour elles, en fait, c'est-à-dire que vraiment, elles sont bloquées dans une situation où elles ont l'impression que leur vie va être la même tout le temps et elles ne se donnent pas la capacité que d'imaginer un autre type de vie, une autre expérience, une autre réalité. Est-ce que donc il est possible, bel et bien, qu'il y ait une certaine proportion de personnes sur terre qui soient, entre guillemets, «condamnées» à ne pas pouvoir sortir de ces schémas répétitifs parce que justement ils n'ont pas, l'expérience possible ou initiale qui leur permet d'initier ce changement? Alors là, effectivement, enfin, dans une personne ou enfin, schéma classique, un boomer, il a 70 ans, il a fait mai 68, il a ses convictions, sa plus grosse croyance, c'est: «On est comme on est et c'est pas à mon âge qu'on va changer». Du coup, c'est un truc, c'est méga ancré. Il a bâti toute sa vie autour du fait qu'il faille, plus de richesse, un bon métier, des études et cetera et aucune expression, rester stoïque, avoir une vie nulle et lire des romans nuls et faire que des trucs nuls. Du coup, là, effectivement, c'est la merde. C'est-à-dire que pour une personne qui a vraiment un schéma qui est cristallisé, qui est fossilisé en lui, ça va être extrêmement compliqué. Mais pas impossible. Et là, bah, enfin, si la chose ne se fait pas dans cette vie, on ne peut qu'espérer qu'elle se fasse dans une autre vie. On s'orienterait vers, à ce moment-là, vers des considérations religieuses, spirituelles, de certaines croyances, qui justement ne seraient pas forcément, les bienvenues dans un esprit cartésien, agnostique, rationaliste, sceptique.
Mais c'est possible chez tout un chacun, à n'importe quel âge, à partir du moment où il ne fait que s'ouvrir à la possibilité, même pas y croire, juste s'ouvrir à la possibilité qu'il puisse exister un monde dans lequel il peut changer, il peut évoluer, il peut avoir ça, il peut faire ça, il peut être ça. À partir du moment où il s'ouvre, ça va lui apporter certaines choses qui vont, à son échelle de ce qu'il croit possible, lui faire valider sa croyance et donc lui donner envie d'aller plus loin. Chacun son rythme. C'est-à-dire que pour une personne qui enfin, par exemple, pour quelqu'un qui est extrêmement timide au lycée, qui a jamais parlé de filles à n'importe quoi, pour lui, il n'aura jamais de relation toute sa vie. Mais à un moment, il s'ouvre simplement, il se dit: «OK, pourquoi pas? Je vais, enfin, il existe un monde, il existe un univers, il existe un possible dans lequel je peux plaire à une fille». Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une demoiselle qui va venir, lui demander un crayon. Truc tout bête, truc nul, mais à son échelle, ça va venir renforcer sa croyance. Et donc ça va lui permettre de s'ouvrir à la possibilité de changer. Alors, il pourra jamais se transformer en profondeur tant qu'il n'aura pas guéri sa boucle et sa croyance originelle, ses blessures originelles, mais ça va lui permettre de le mettre dans la voie, petit à petit. Mais il y a enfin, mais en parallèle de ça, effectivement, il y a des personnes où, enfin, si elles s'ouvrent pas, bah, elle pourra ja enfin, l'ouverture ne peut venir que d'elle-même. Donc c'est triste, mais il y a des personnes pour lesquelles on ne peut rien faire. Mais à la limite, on s'en fout parce que tant que nous, on évolue et que l'on permet aux autres d'apporter, ce dont ils ont besoin pour évoluer eux-mêmes, bon, bah, ceux qui veulent pas évoluer, on laisse ça à Dieu, hein. Lui, il s'en chargera d'une manière, plus, plus, pas plus violente, mais il aura plus d'impact. Voilà et également, il y a quelque chose d'assez intéressant, donc là, c monsieur Yann pourra en parler, bien mieux que moi, avant de partir donc sur le fait que, donc que qu'un partenaire ou qu'une partenaire est le miroir de nous-mêmes, donc ça sera le sujet de Rémi et qui va mettre en exergue nos blessures. Mais avant ça, il y a quelque chose de très intéressant à prendre en compte, c'est notre archétype de personnalité. C'est-à-dire que l'enchaînement de nos fonctions cognitives va faire que l'on va être propice à avoir tel ou tel trauma, telle ou telle blessure et également à ne pas croire certaines choses, avoir certaines vices, certaines vertus. Donc c'est-à-dire que ça prend en compte également notre structure de base, notre structure mentale et cognitive avec laquelle on vient à la naissance. Yes, tout à fait. Je voulais, rebondir sur ce que tu disais, Romain, mais avant de pouvoir, rebondir, je pense qu'il est intéressant de faire une petite analyse de la personnalité de la jeune dame qui a écrit ce message. Donc, j'ai eu l'occasion de typer cette femme et il s'avère que c'est une ISTP. Une ISTP qui est un archétype qui représente 5 de la population et encore plus intéressant, parmi ces 5 on a 70 d'hommes et 30 de femmes. Ce qui veut dire que cet archétype, et vous verrez à peu près où est-ce que je veux en venir après, représente une minorité. C'est-à-dire que ce qui a fait que cette femme s'est orientée sur la psychologie très tôt dans sa vie, c'est le fait qu'elle se sentait sans doute, alors ça n'a pas été exprimé à travers le message directement, mais intuitivement, on peut le sentir qu'il y a une différence. C'est-à-dire que cette personne se sentait différente. Et c'est normal parce que ça représente cet, archétype précis au féminin représente 1 de la population. C'est-à-dire une femme sur 100, qu'elle va croiser, sera comme elle. Les choses intéressantes à en tirer, c'est que, l'archétype ISTP que je connais bien parce que c'est exactement mon archétype est un archétype qui est souvent dans l'analyse. Parce qu'en termes de fonction cognitive, donc tout en haut, en première fonction cognitive, on a quelque chose qui s'appelle la logique, c'est-à-dire une analyse vrai, faux, à chaque instant de toutes les informations que la personne recueille. C'est un archétype qui est dans l'instant présent, donc qui aime bien expérimenter des choses et en plus d'expérimenter des choses, analyser, regarder ce qui se passe, regarder comment réagissent les personnes pour comprendre ça d'un point de vue logique. Donc au niveau de la psyché de cette personne et notamment au niveau de sa psyché quand elle était jeune, parce que je vous ai parlé que, je maîtrisais quelque chose qui s'appelle, les 4 dynamiques de l'esprit, Forsyth Dynamics.
Mais pour vraiment vous simplifier la chose, plus on est jeune, plus on est sur quelque chose qui s'appelle son ego. C'est-à-dire ces 4 premières fonctions cognitives qui sont pour cette dame-là et pour moi également, la logique, l'instant présent, le fait de vouloir des choses, d'avoir une volonté propre et également d'avoir peur des réactions des autres et d'être très sensible à la façon dont vont réagir les autres. Et c'est sans doute pour cette personne, enfin, pour cette raison qu'elle s'est orientée sur la psychologie très jeune, c'est pour avoir en fait comprendre comprendre l'humain, comprendre également la morale des humains, les intentions, qu'est-ce que les autres humains lui veulent? Parce qu'en fait, elle n'a pas cette compréhension intuitive. Cette compréhension, elle l'a eue en lisant des livres, en analysant des personnalités, des personnes autour d'elle et ce qui induit quelque chose et on s'en rend compte à peu près après dans le message quand elle a une sorte de révélation, elle était vraiment orientée vers l'externe. L'analyse constante des personnes, des gens autour d'elle et en étant tout le temps sur cet externe, cet extérieur, elle s'est rendue compte au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, elle l'a dit elle-même, au bout de 7 ans, en fait, il y avait quelque chose qui manquait et cette chose qui manquait, c'était de l'interne. C'est-à-dire se comprendre elle-même comment elle se sentait, parce que ça se trouve à force d'analyser, analyser, elle s'est même pas dit enfin, elle a eu une réflexion sans doute pour plusieurs années, c'est: «OK, j'analyse, mais moi comment je me sens?» parce qu'on est quand même dans le contexte, il y a quelque chose qui s'appelle les relations humaines, donc OK, j'analyse les personnes, comment ils sont, je réagis, mais moi comment je me sens? Comment je me sens en interne? Et je pense que c'est cette révélation qu'a eu cette fille, c'est retourner sur son interne, sur son elle-même et c'est là qu'on aura une sorte de dualité suivant les archétypes, qui n'est pas en réalité une dualité, mais un axe sur lequel il faut se trouver et être à l'équilibre. C'est qu'il y a certains archétypes de personnalité, certaines personnes qui seront vraiment orientées sur l'externe et du coup qui devront faire ce travail d'aller sur de l'interne et des personnes qui sont trop sur leur interne, trop sur leur confort, à pas essayer de assez bouger et devront s'orienter sur l'externe. Sur aller chercher les expériences, aller chercher une personne qui peut créer un déclic et c'est là qu'on a toute cette dualité qu'est le développement personnel, où vous commencez le développement personnel, donc déjà vous commencez à lire des livres de développement personnel, on vous prend enfin le commun des mortels vous prend un peu pour un fou, on vous trouve, voilà, un peu bizarre et vous allez rentrer dans ce cercle où vous allez lire, lire, lire plein de livres de développement personnel et rentrer dans une sorte de paralysie de l'analyse. Donc si vous êtes orienté vers l'externe, vous allez tout le temps analyser les autres. Si vous êtes orienté sur l'interne, vous allez être plus peut-être sur quelque chose de spirituel, sur votre interne à vous et être paralysé trop dans votre confort et ne pas bouger. Donc voilà l'analyse que j'ai par rapport un petit peu à mes différents modèles. C'est très intéressant. Est-ce que Rémi, tu as des questions? Parce que moi, j'en ai plein. Mais aussi plein, forcément. C'est toujours le sujet, notamment avec les archétypes, hein, c'est venir comprendre comment est-ce que certains archétypes sont beaucoup plus sujets à certaines, on va dire, blessures d'un côté, mais aussi de l'autre à certains vices dans lesquels ils vont pouvoir s'orienter naturellement, des espèces de ouais, des écueils, on pourrait dire. Hem, Si tu devais comparer ça, je dirais donc vraiment donc, pour une ISTP femme, comparer ce type de problème qu'elle a eu, ce type de blessure avec, l'ensemble des autres archétypes. Comment est-ce que tu dirais qu'elle se situe par rapport aux autres? Et notamment dans le sens, à quel point est-ce qu'il a été possible pour elle de se faire comprendre ou de que sa blessure ou disons, le problème qu'elle a rencontré puisse être compris par d'autres archétypes versus par, un ISTP, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Alors là, tout va l'idée générale, ça va être vraiment pour savoir si on est compris ou pas, considéré comme bizarre ou pas, c'est assez simple. C'est votre archétype, donc que ce soit homme, femme, donc c'est toujours votre archétype de personnalité. Quel pourcentage de la population il représente? Ça va de 12 à 1 pour les plus rares et après au niveau de l'axe, est-ce que c'est un archétype plus masculin ou plus féminin? Donc déjà, on peut voir que ISTP femme égale archétype assez rare. Ce qui fait qu'elle a sans doute eu des difficultés à se faire comprendre, notamment quand elle était plus jeune et c'est pour ça qu'elle s'est orientée vers, la psychologie naturellement. Simplement parce que les artisans qui correspondent aux ISTP représentent enfin, aux
Les artisans, où sont inclus la classe des ISTP, représentent 30 de la population. Donc c'est pas la classe la plus rare, mais c'est quand même quelque chose d'assez, peu commun. La classe dirigeante, on va dire, en ce qui concerne la proportion la plus grande de la population sont les gardiens. Les gardiens, en général, sont orientés vers le passé, vers leurs émotions internes. Ils ont également une intuition assez naturelle de ce que leur veulent les autres. Et les ISTP, le gros challenge avec, les ISTP, je peux vous le dire, étant moi-même un ISTP et en côtoyant également, c'est que les ISTP n'ont pas intuitivement l'idée de quelles sont les intentions des autres à leur égard. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, voilà, si quelqu'un les aime bien, ils ne le savent pas, à moins de demander directement, si quelqu'un les aime pas également. Donc ils sont toujours dans cette nous sommes toujours dans cette un petit peu, ce brouillard mental qui fait qu'on essaye de chercher des modèles à droite, à gauche et c'est un petit peu pareil pour les ESTP. Chercher des modèles à droite, à gauche pour comprendre le monde, comprendre l'humain, heu, ce qui peut forcément, bah, là, on l'a vu à travers cet exemple, mener à une sorte, un petit peu d'aliénation de l'humain, vraiment d'être trop, trop dans les modèles. On aliène l'humain, donc l'humain n'est plus, un être humain, mais en fait, c'est un modèle. Et en faisant ça, on s'aliène aussi soi-même. Parce que du coup, on est trop orienté sur l'externe et pas assez sur l'interne, sur ses propres émotions, comment on se sent au quotidien. Donc voilà ce que je peux te dire, ça induit nécessairement un manque de compréhension des autres personnes, forcément, surtout étant plus jeune. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien ta pensée, ces fonctions cognitives, donc qui sont entre autres la logique, font qu'elle va naturellement avoir une tendance à vouloir tout analyser, tout comprendre, en plus du fait qu'elle soit dans l'instant présent, donc pareil, expérimentée et que naturellement elle va pas avoir la tendance à savoir ce que veulent les autres par rapport à elle, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Ouais. C'est Et les que intentions des autres à son égard. voilà, les intentions des autres à son égard et donc que ça va la pousser à se questionner, là-dessus et à pousser ça pour enfin savoir ce que les intentions des autres à son égard. Exactement. En fait, Donc c'est il y a une combinaison qui fait qu'elle ne connaît pas les intentions des autres à son égard. Également la position, heu, du FE, ce qu'on appelle FE, c'est la capacité à ressentir les émotions des autres et dans une position un petit peu, gênante pour les ISTP qui s'appelle la position inférieure, donc elle est en insécurité par rapport à ça. Elle est en insécurité par rapport à ça et en plus elle ne connaît pas les intentions des autres. Ce qui fait qu'elle va aller chercher des modèles externes pour comprendre les autres. Ce qui nécessairement mène au bout d'un moment, si on reste trop dans ces modèles, à une aliénation et en plus, c'est une femme ISTP, donc elle est elle est très directe dans sa communication, elle est très logique et donc elle va forcément se différencier, enfin la elle va sentir une différence très tôt par rapport aux autres, femmes qui sont, hem, typiquement là le cliché de la femme, c'est ISFJ, ESFJ, ce qui est un archétype surreprésenté parmi les femmes en général. Donc des femmes très féminines qui ont conscience des émotions des autres, également des intentions des autres et qui ne sont pas en insécurité par rapport à ça, notamment par rapport aux émotions. Donc il va avoir un fossé qu'elle va ressentir forcément, très jeune. donc ça veut dire que chez certaines personnes qui vont se sentir en décalage, ça va être entre autres dû au fait que c qu'ils enfin, qu'ils ont un archétype qui n'est pas forcément très représenté et donc qui vont avoir des envies ainsi enfin des désirs, naturels ainsi que des peurs naturelles qui vont un peu les isoler, là où pour d'autres ça leur paraîtrait normal. Ouais, c'est ça il y aura un manque, plus vous êtes rare, plus vous sentez un décalage, parce qu'en fait, vos fonctions cognitives sont sous-représentées. Je prends par exemple l'exemple un exemple de fonction cognitive qui est encore moins représentée que la logique. Alors quand je dis la logique, je tiens à vous préciser, vous avez l'ensemble, tout le monde ici a l'ensemble des 8 fonctions cognitives qui représentent la psyché humaine, mais ces fonctions cognitives sont plus ou moins représentées suivant votre archétype. C'est-à-dire que moi, j'aurai la logique dans une fonction qui s'appelle héros, ce sera ma première fonction cognitive, alors que pour d'autres personnes, ce sera en deuxième, en troisième. C'est-à-dire qu'ils auront
une compréhension de la logique, mais beaucoup moins instinctive. Et du coup, ils auront d'autres forces et d'autres faiblesses. Je te prends l'exemple, par exemple, Romain, de la fonction NE, qui est l'intuition extravertie, c'est-à-dire la capacité à savoir les intentions des autres quand elle est située en héros, par exemple chez des archétypes qu'on appelle l'avocat et le visionnaire, c'est quelque chose qui est très rare. Parce que les avocats et les visionnaires sont des archétypes très rares. Donc notamment, les visionnaires représentent 3% de la population, les avocats, on est sur 6%. En plus, c'est un archétype qui est plutôt féminin. Et donc, il y aura forcément, ils vont sentir un décalage Lequel est instinctif. féminin, le visionnaire ou l'avocat? Ou les 2? Les deux. Mais je te dirais que les avocats sont un archétype beaucoup plus féminin, en général. OK, donc eux vont sentir un décalage par rapport au reste des people. C'est sûr, parce que tu es en NERO, tu connais les intentions des autres, à tout moment. Et pour donner un exemple, pour les avocats, qui savent les intentions des autres et qui savent aussi ce que pensent les autres, ils sont au courant à tout moment de, leurs partenaires, des partenaires avec qui ils peuvent se mettre sexuellement, tout le temps. Parce ils se rappellent où sont les gens, voilà, quelles interactions ils ont eues, ce qu'ils pensent, leurs intentions, et ils ont une awareness, donc une compréhension, une clairvoyance, de toutes ces choses, absolument incroyable. Beaucoup plus élevée que les ISTP, par exemple. La chance. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de on n'a pas tous le NE. Tout à l'heure, tu parlais de logique. Alors, on a tous, enfin, pour nous, la logique, enfin, pour les gens, la logique, c'est les mathématiques, quoi. C'est quoi précisément la logique d'un point de vue fonction cognitive? Qu'est la logique? La logique, c'est la compréhension intuitive de ce qui est vrai, ce qui est faux. Plus tu as une fonction cognitive logique qui est haut dans ton stack de fonctions mentales, donc au niveau de ton cerveau, plus tu auras une compréhension rapide et intuitive de ce qui est vrai et faux. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui a une fonction logique, par exemple, en inconnu ou en démon, tu vas lui demander des choses. C'est très probable que quand tu lui demandes des choses, des faits, hem, parfois qu'ils disent des faits, donc des choses qu'il a compris du monde, s qui est pas une f pas une forte compréhension, mais qui puisse pas vraiment te prouver par A plus B que c'est sûr à 100, tu vois? Par exemple, quand une personne va théoriser, quelqu'un qui n'est pas logique, c'est-à-dire qu'il a fonction cognitive en inconnu, en démon, il va théoriser des choses et tu vois les fondements, il y aura c'est comme si ce serait un peu bancal à certains moments. Alors que quelqu'un qui est très logique, qui a une sorte de structure, un peu une pyramide, c'est du solide et tu es sûr à 100. Quand tu vois la théorie, tu dis: «Ah ouais, mais ça, c'est sûr à 100». Et je voilà, et pour te donner un exemple, moi, pour vraiment que tu puisses comprendre, moi, les archétypes, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux archétypes de personnalité il y a 2 ans, je me suis toujours enfin, je me disais: «Une chance sur 2, ce soit du bullshit». Voilà, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé au modèle, j'ai testé des trucs. J'ai testé quelque chose d'intéressant qui s'appelle les compatibilités, amoureuses, sexuelles et amicales. Ça a vachement bien marché, donc ça renforce ma croyance dans le modèle et ma logique. Et plus je teste des trucs dans les archétypes de personnalité, plus je me rends compte de la validité du modèle à travers toutes mes expériences. Du coup, ça renforce ma logique et ma croyance dans ce modèle. Plus quelqu'un va être logique, plus il pourra faire ça intuitivement. Donc c'est-à-dire que la logique, en gros, ça va être: je teste, à partir de là, c'est oui, non, oui, non, oui, non, et plus j'ai de oui, plus ça permet de dire que le truc est vrai, plus j'ai de non, plus ça me permet de dire que le truc est faux. Donc c'est pas déconnant comme résumé, c'est très bien dit. OK, intéressant. Juste, ça veut dire quoi ISTP? ISTP, c'est l'acronyme qui vient du MBTI à la base. Donc ISTP, I, c'est introverti, donc c'est un archétype qui est introverti. S, ça va correspondre à la sensation, la perception, donc ce que j'ai défini tout à l'heure par SE, qui est une sensation externe. T, ça correspond au thinking, donc c'est un archétype qui est dans la sensation, c'est sa deuxième fonction cognitive, et qui est dans la pensée, sa première fonction cognitive. Et c'est un archétype également qui est en perception. Perception, ça vient de la sensation, c'est pareil.
Il y a des archétypes qui sont beaucoup plus en jugement, comme par exemple, les ESTJ qui, ont un jugement externe du monde, un TE, et des archétypes qui sont en perception, ils ont une compréhension interne, en fait, du monde. En fait, ils vont comprendre de point de vue interne le monde, le percevoir, comprendre internement. Voilà. Donc ISTP, c'est ça. Introversion, sensation, thinking, perception. OK, très intéressant. Nous reviendrons peut-être, par la suite plus en détail sur la compréhension de ce langage. Non, d'ailleurs, nous y reviendrons et il faudra nous suivre pour en connaître davantage. J'avais juste encore deux trois questions. La première, c'est que, donc tout à l'heure, tu expliquais que du fait que ce soit une ISTP, elle ne faisait pas partie d'une majorité et que donc, alors qu'il y avait d'autres femmes qui, elles, faisaient partie d'une majorité d'un point de vue archétypal et qui, elles, avaient les fonctions cognitives qu'elle n'avait pas et donc faisaient que des choses étaient naturelles, là où pour la jeune femme de notre histoire, c'était complètement, abracadabrantesque. Du coup, ça veut dire qu'une personne qui a, enfin les fonctions cognitives qu'elle n'avait pas, n'aurait pas eu forcément cette démarche et cette problématique et ce questionnement et donc tout ce qui en découle par la suite. Oui, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Il y a les fonctions cognitives. Donc déjà par rapport à la moyenne des femmes, elle a la fonction logique en héros, ce qui veut dire qu'elle est intuitivement plus logique. Alors que par exemple, je parle de la moyenne des femmes, les autres femmes sont intuitivement beaucoup plus dans le ressenti et capables de ressentir les émotions. Donc il y a déjà une différence. Il y a également d'autres choses qui jouent. Il y a quelque chose qui s'appelle, le quadrat. Donc, un quadrat, c'est défini par 4 archétypes, il y en a 4. Pour vraiment simplifier et dire, voilà, à quoi elle correspond, c'est le quadrat des Templiers, c'est-à-dire qu'elle va, à travers ses expériences, apprendre des leçons de vie et pour vraiment les imprégner profondément en elle, tester, expliquer, enseigner aux autres. Et on peut voir à travers, son histoire qu'elle a beaucoup communiqué, beaucoup parlé et sans doute, j'en suis sûr, beaucoup enseigné, au point où à la fin de son de son expérience de 7 ans, elle se remet en position d'élève. Parce qu'elle se rend compte que, du coup, son enseignement n'était pas forcément juste, pas forcément la vérité, pour retourner dans son interne. Donc il y a ça, il y a le quadrat des Templiers qui joue et également elle fait partie de, quelque chose qui s'appelle un temple. C'est le temple de l'esprit. C'est-à-dire que les ISTP, comme d'autres archétypes, adorent apprendre des nouvelles choses. Donc elle a en fait une combinaison de facteurs qui fait qu'elle va intuitivement aller vers un domaine de spécialisation qui là va être la psychologie. Comme elle comprend pas l'humain, elle se dit: «Bah, il faut que je lise des livres de psychologie, de spiritualité», elle va aller intuitivement vers ça. Et du coup, ça a renforcé. En fait, il y a un renforcement templier, logique, dans l'instant présent. Je suis assez rare, je suis dans le temple de l'esprit, ce qui fait qu'elle s'est plongée pleinement dans ça. Très intéressant. Et si vous voulez connaître votre temple et votre archétype de personnalité, il faut continuer à nous suivre et s'abonner. Mais du coup, ça voudrait dire que pour une femme qui, au contraire, elle, va être plus sur, donc le ressenti, le feeling, pour développer son autre penchant, il faudrait qu'elle lise des gros bouquins de mécanique allemande. En gros, enfin pour Alors synthétiser l'idée de qu'est-ce que tu entends son autre penchant? Tu entends son penchant masculin ou tu entends quoi exactement? bah, oui, alors déjà, ça peut être le penchant masculin versus, féminin. Enfin, si on est plus féminin, aller vers le masculin, masculin-féminin pour, une meilleure intégration, comme on le verra très certainement avec, Rémi. Mais, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est plutôt par rapport aux fonctions cognitives. Donc vu qu'elle, elle était plutôt logique, elle avait cette faculté naturelle, hein, et pour elle à donc tester des trucs et donc en toi de la mécanique. Alors que pour une femme ou une personne de manière générale qui serait plus sur l'émotionnel, pour qu'elle renforce, enfin se développe, il faudrait plutôt que, elle aille sur des trucs, techniques, mécaniques, plus pragmatiques. Mais en fait, ça dépend de ce qu'elle veut développer. Parce qu'en fait, intuitivement, un ISTP ou une ISTP n'aura pas de compréhension intuitive de ces choses. Les intentions, les émotions des autres, ce que pensent les autres. Alors que d'autres archétypes, donc je te reprends l'exemple des ISFJ, les ESFJ, savent les émotions des autres. Ils sont super amicales, donc
l'exemple cliché de l'ISFJ, de l'ISFJ, c'est vraiment la femme, la mère de famille qui est super sympa avec ses enfants, qui offre des bonbons et des ballons à tout le monde, qui a un sourire naturel, un smile, une joie de vivre qu'elle va transmettre. Donc elle sera moins soumise peut-être intuitivement à ce genre de problème, de comprendre l'humain. Par contre, c'est des archétypes qui sont beaucoup moins au courant de ce qu'ils veulent dans leur vie, qui n'ont pas cette puissance intérieure qu'on appelle NI qui correspond à la volonté, le fait de savoir, voilà, ce que tu veux. Je pense que tu connais bien cette chose-là, Romain, et ces archétypes-là l'auront beaucoup moins. Donc en fait, ça va toujours dépendre de ce que va rechercher la personne et à quoi elle va être confrontée. Donc ça va dépendre de son expérience et de son archétype. Hem Et par rapport à ce que tu me disais, par rapport au gros bouquin de mécanique allemande, c'est vrai que des femmes, du coup, très féminines, vont peut-être plus devoir instinctivement aller rechercher cette volonté qu'elles n'ont pas naturellement. Quand je dis volonté, c'est vraiment le fait de vouloir des choses précises en expérimentant, en lisant des livres, et donc elles vont pouvoir, au fur et à mesure, sortir de ce pattern d'être tout le temps dans des routines, des choses que peuvent avoir beaucoup les gardiens, qui représentent la majorité de la population, pour tester de nouvelles routines, tester des nouvelles choses. Et je te prends un exemple de personnes parce que des ISFJ, des ESFJ, pour que vous puissiez mettre une étiquette sur cet archétype. Moi, j'en ai beaucoup au téléphone quand je faisais du closing, et souvent les ISFJ et les ESFJ, c'est, des infirmières qui travaillent, ou tu parlais des assistantes sociales, voilà. C'est souvent, ils sont souvent dans ce corps de métier, et ça m'est arrivé plein de fois où j'ai des infirmières au téléphone qui sont depuis 10, 15, 20 ans à continuer à faire la même chose, la même routine. Pourquoi? Parce qu'ils ont un SI qui correspond à la routine, la discipline, l'organisation, le devoir, en héros ou en parent, donc quelque chose qui est très puissant, et qui subissent de la douleur, qui pensent même que c'est normal de subir de la douleur, et qui vont, au bout d'un moment, se dire, parce que trop de douleur, voilà, trop le je pense que tu pourras peut-être le comprendre plus intuitivement que moi, Romain, par rapport à l'inconscient et le conscient, qui vont se rendre compte, et à un moment, événement choc, bam, alors je peux plus subir ça. Il faut que je fasse quelque chose, et cette chose-là, c'est quoi? Bah, c'est créer, mmh, changer d'axe, et pour changer d'axe, bah, il faut une volonté propre, un interne, et lire des gros bouquins de mécanique allemande comme tu dis. Commencer à lire des livres de développement personnel, après mettre en pratique, ces choses-là. Très intéressant. Mais Donc les amis, merci pour tes questions, Romain. ça permet de booster les amis si vous êtes infirmier ou infirmière. Au-delà que vous fassiez un métier extrêmement respectable, dont les gens ont besoin, faites en sorte de changer vos routines et d'injecter plus de chaos dans votre vie. Cependant, potentiellement certaines peurs peuvent vous bloquer. Auquel cas, je pose la question à Rémi, entre autres par rapport aux influences que vont avoir les conjoints et les conjointes. Comment faire pour s'introspecter, et pour comprendre un petit peu ses propres dynamiques et pour pouvoir avancer dans la vie? Hem, c'est le but de l'explication que j'aimerais fournir à ce sujet que j'ai subdivisé déjà en plusieurs niveaux de compréhension, mais deuxièmement aussi sur quelque chose de chronologique. Je m'explique. Heu, la présence d'une personne dans notre vie va être un cap, je dirais quasiment obligatoire pour la grande majorité des personnes. On va tous avoir à un moment ou à un autre une partenaire qui va avoir des influences sur nous. Ce qu'il faut comprendre dès le début, c'est que si on n'a pas fait un travail sur soi initial, généralement la personne qu'on va attirer à nous et qui va devenir notre partenaire va avoir un niveau de conscience qui va être globalement similaire au nôtre, et donc un niveau de blessure qui va être tout à fait similaire au nôtre. Exemple très concret, si on a une personne en face de nous qui va avoir un style d'attachement avec une tendance anxieuse, on va avoir pour matcher cette personne-là, un style d'attachement avec une tendance, d'évitement de l'autre côté. Parce qu'il y a cette notion de, offre et demande, un besoin qui est répondu, et par besoin qui est répondu, là, on veut dire une personne qui va avoir une blessure, qui va avoir un comportement toxique, qui va matcher le comportement toxique de l'autre personne qui elle-même a une blessure. Ça, c'est la base, c'est le socle.
Ce qu'on peut voir déjà dans l'histoire, pour comprendre un petit peu le sujet, ce qui a été un moment, charnière dans sa vie, ce qui a fait comprendre un petit peu toute la différence entre développement personnel et travail sur soi, c'était sa relation amoureuse. Comment ça? Pourquoi est-ce que la relation amoureuse a fait comprendre ça? Parce que dès le moment où on n'est plus seul par soi-même, mais qu'on a quelqu'un qui a un espèce d'effet miroir sur nous et dans lequel on peut voir les travers de notre propre comportement, directement et étrangement, c'est beaucoup plus facile de comprendre que on est toxique, on a des blessures et qu'il y a quelque chose à guérir. Donc, généralement, c'est un très bon indicateur que d'avoir quelqu'un, soit de très, très bons amis qui nous connaissent vraiment bien, soit des personnes avec qui il nous a été donné d'être partenaires, là aussi ça joue, pour pouvoir, percevoir ces choses-là. Parce que c'est vrai que, une chose qu'il faut prendre pour acquis, c'est que la normalité la normalité, c'est d'avoir un foyer familial qui est malsain. Ça, c'est la normalité. La normalité, c'est pas un foyer familial qui est sain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 99,99 de la population, qu'on le veuille ou pas, a vécu une enfance traumatisante, pas au sens, sociétal du terme qui pourrait considérer qu'un traumatisme, c'est se faire violer, c'est se faire battre par ses parents ou quoi que ce soit, mais plus dans le sens traumatisme, le psyché de l'enfant étant fragile, il peut y avoir un affect qui va être fort, même à une situation qu'on pourrait considérer comme triviale d'un point de vue d'adulte. Donc ça, c'est vraiment juste pour la compréhension. Ça implique quoi? Ça implique que chaque individu ayant des blessures, si on n'a pas cette compréhension de la blessure et un travail sur soi initial, lorsqu'on rentre dans une relation, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Quand je dis à l'échec, je veux dire par là euh, un échec émotionnel parce que on va se sentir relativement et constamment challengé émotionnellement, être sujet à des événements difficiles parce que lorsqu'on va être dans cette relation amoureuse, on va avoir des comportements toxiques vis-à-vis de l'autre personne et vice versa. Donc, ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est vraiment les différents niveaux à atteindre, donc de compréhension et d'action, à chaque étape du parcours de la séduction, on pourrait dire, ou de la relation amoureuse, pour vraiment faire état de fait de ce qu'il y a ce qu'il y a à prendre conscience d'un côté et ce qu'il y a à faire de l'autre. Pour commencer avec la toute première chose, la partie séduction. Séduction, c'est-à-dire ça peut être aborder une femme, ça peut être aller à des rendez-vous, donc toute cette partie-là. Tout d'abord, il y a la partie développement personnel. Ça va impliquer de travailler son charisme, communication verbale, par verbale, non verbale, travailler son game aussi, faire en sorte d'être pareil physiquement attirant, toutes ces choses-là. Mais la limite de ce développement personnel, ça va être quoi? Ça va être que la motivation pour pouvoir créer ces changements va être une motivation qui va être superficielle et avec non pas une envie de connecter avec les personnes en face, mais simplement de plaire. Donc on part de quelque chose qui est malsain, quelque chose qui est malsain. À l'inverse, si on fait un travail sur soi, à quoi ça correspond? Ça correspond à venir conscientiser ses propres insécurités et notamment le motif derrière ce désir de plaire. Pourquoi est-ce qu'on se considère au regard d'autres personnes, notamment? Et en venant comprendre ça, et en venant travailler sur ces blessures justement qui induisent ces comportements, qu'est-ce qu'on fait? On débloque un état d'authenticité dans les interactions qui va refléter une compréhension profonde de ses propres besoins, mais aussi des besoins de l'autre personne, qui va permettre de les matcher et d'amener l'interaction au second niveau, qui est celui de la relation amoureuse. Là, on est au second niveau, on a déjà sécurisé une partie des choses, donc on a déjà fait la première étape en étant authentique, sincère, naturel. On plaît à l'autre personne naturellement, et en plus de ça, on fait en sorte non pas d'être drivé par l'externe, donc de manière superficielle, mais par l'interne. Maintenant, au niveau 2, dans la relation amoureuse, parce que la relation amoureuse va aussi révéler d'autres choses. Si on fait en sorte de partir sur juste un aspect d'élan personnel, qu'est-ce que ça va être? Ça va être faire plaisir à l'autre personne, lui faire des surprises, l'amener en rendez-vous, la faire se sentir bien, lui donner des bonnes émotions, des bonnes sensations, mais aussi faire en sorte d'avoir des stratégies de communication précises pour la mettre à l'aise, la mettre dans un bon cadre pour qu'elle se sente bien. Sauf que la limite là-dedans, c'est que bien généralement, au bout de quelques mois, une fois que la folie, de l'amour initial ou des premiers stages est passée, que va-t-il se passer? Des situations de conflit.
des conflits qui vont apparaître. D'abord, des conflits simples qui vont être réglés facilement, et plus le temps va passer, plus les conflits vont prendre de l'ampleur et vont se montrer être plus réguliers. Et ça, pourquoi? Ils apparaissent progressivement parce que plus on apprend à connaître la personne, plus elle va revenir à son état d'authenticité, naturelle, enfin l'état le plus authentique possible qu'elle puisse montrer, qui va être complètement influencé par une dynamique sous-jacente, la présence et le poids de l'inconscient et notamment des blessures qui n'ont pas été guéries. OK. À partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va être en situation de conflit, il va y avoir ce qu'on va pouvoir considérer être un traitement aux symptômes, mais en aucun cas venir traiter la cause initiale qui a, créé ces symptômes ou qui les a fait apparaître, qui est en fait les blessures profondément ancrées dans l'inconscient des 2 personnes. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc là, encore une fois, deuxième niveau, le niveau du deuxième niveau, travail sur soi avec une exploration et une guérison des traumas et des conflits internes qui peuvent saboter la relation ou créer justement ces répétitions de schémas et venir renforcer des schémas qui sont déjà présents. Là, comment on fait ça encore une fois? C'est un travail d'expression, comprendre par soi-même pourquoi est-ce qu'on a des schémas qui se répètent dans les conflits dans notre relation amoureuse, premièrement. Et deuxièmement, venir relier ça à des événements du passé qui nous permettent de donner une ou d'apporter un cadre de profondeur ou mettre en profondeur plutôt cette compréhension du conflit qui a été créé. Parce qu'en réalité, le conflit qu'on a avec la personne qui est tierce, donc l'autre personne, c'est un reflet du conflit qu'on a avec nous-mêmes. C'est un effet miroir. C'est comme si on se battait avec nous-mêmes, en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, quand on arrive à faire ce travail sur soi, généralement avec, par exemple, un principe qu'on connaît bien en REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, le principe ABC, Activating Event, Belief, Consequences. Extrêmement simple. Un événement activateur, une croyance associée et des conséquences à cette croyance. Et en venant comprendre tout ça, généralement, on met un doigt sur les schémas, ce qui fait que c'est déjà le premier pied à l'étrier pour pouvoir les éviter. Mais ça, c'est la petite parenthèse que je mets, c'est que c'est très compliqué à venir débloquer alors qu'on est dans une relation amoureuse. On peut venir les comprendre en étant en relation amoureuse. Maintenant, venir débloquer et on va dire, détacher ces schémas ou déraciner ces croyances limitantes au profit de croyances plus saines, généralement, c'est le travail qui est un travail à faire, solitairement. En tout cas, de l'expérience que j'ai pu avoir, des personnes que j'ai pu suivre et autres et de ma propre expérience, très compliqué en étant accompagné. Et quoi qu'il en soit, si on prend le temps de se remettre seul, parce que généralement, la personne à qui on s'est mise, alors qu'on était toxique, est une personne qui ne nous correspond pas ou qui ne correspond pas au nous authentique, alors il faut sortir de cette relation et venir travailler sur une communication qui va être plus profonde vis-à-vis de soi-même et des autres, devenir plus vulnérable, accepter de s'ouvrir, bien sûr, qui va venir de permettre en tout cas de résoudre les potentiels conflits avec une compréhension mutuelle. Ça demande donc de la vulnérabilité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs, on débloque ce deuxième palier. Et pour conclure donc avec le troisième palier qui va être en fait le palier fondamental de notre monde et ce qui fait que le monde va mal, la perspective de fonder une famille et l'impact que ça va avoir sur l'enfant. Parce que, là, d'un point de vue superficiel, encore une fois, le développement personnel, ça va être quoi? Ça va être préparer et planifier toute la partie finance, santé, éducation, créer un environnement propice, mais encore une fois superficiel, avoir une bonne maison, avoir un chien, très bien. C'est très bien tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais les parents sont régulièrement absents, ne font pas attention à l'enfant, ne le considèrent pas, ne le respectent pas, l'humilient? Beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses et généralement la limite qu'on va trouver donc à ce développement personnel, ça va être vraiment que le cadre qui va être créé, qui est censé être créé pour le bien-être de l'enfant, va être créé uniquement en considération de l'apparence extérieure. Comment est-ce que les autres parents vont voir le cadre que je donne à mon enfant? Qui est donc biaisé. Pourquoi? Parce qu'on cherche à paraître. Sauf que paraître n'est pas être. C'est pour ça que l'aspect le plus important, c'est vraiment de créer cette
cet endroit, on va dire confortable, ce cocon de lumière qu'on peut apporter ou qu'on doit en tout cas même apporter à un enfant pour qu'il puisse, réellement se transformer. Et donc, comment on travaille sur soi à ce moment-là? Là, il ne s'agira pas de quitter sa femme ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis. Par contre, il s'agira d'analyser ses propres expériences et familiales et enfantines. Donc familiales par rapport à notre relation à nos parents, enfantine par rapport à notre relation à nos parents étant enfant et leur impact sur tout ce qui va toucher au fait de devenir soi-même parent. Parce que parfois, ce qu'on souhaite, on va dire le plus éviter, c'est ce qu'on va le plus exprimer. On souhaite s'écarter le plus possible de ce que nos parents nous ont transmis, étant négatif. Et au final, on va le transmettre complètement inconsciemment et sans le vouloir à nos enfants parce qu'on n'a pas déraciné ce schéma et qu'on l'a laissé sur place. On n'a pas travaillé en profondeur dessus. Et donc travailler en profondeur, en ayant cette analyse-là, beaucoup plus profonde et en venant sortir ces croyances-là, quelque chose que Romain travaille, je dirais en profondeur et qui est un sujet très intéressant, avec une certaine forme de thérapie. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la capacité à se préparer émotionnellement et psychologiquement à accueillir un enfant, déjà. Mais deuxièmement, on fait en sorte de guérir ces blessures, les dernières blessures qui subsistent, pour donner la vie et faire en sorte de donner un sens à cette vie. Et faire que cette vie ne soit pas, encore une fois, blessée et parte avec un handicap comme en réalité la majorité des personnes, mais permettre à cet enfant d'évoluer sainement autant que faire se peut et au moins de lui poser des bases pures, saines, un cadre confortable pour si même il venait à avoir une blessure qui ne dépendrait pas de nous, comment il puisse réagir positivement à celle-ci, rapidement, pour éviter qu'elle s'ancre trop profondément et venir passer directement à l'âge adulte en étant pleinement conscient de sa force et de son caractère en tant qu'être humain. Voilà le sujet. Merveilleux, Rémi. Moi, j'aurais, quelque chose sur lequel je pourrais rebondir. Après, j'aurais une question à te poser. Heu, c'est très intéressant que tu aies discuté de la famille, parce que beaucoup de personnes et je pense nous aussi, présents, voulons potentiellement fonder une famille, voilà, faire quelque chose. Voilà, c'est un peu voilà, l'humain de base veut fonder une famille, en général. Je parle de la majorité de la population et il faut faire très attention à se demander pourquoi on veut fonder une famille et est-ce que allez, il faut pouvoir faire en fait ce travail, ce voyage interne en soi, soigner ses blessures, parce qu'il faut se rendre compte de est-ce qu'on veut fonder une famille pour transmettre quelque chose, donc transmettre un héritage, des connaissances, voilà. Améliorer profondément la personne et en être persuadé au fond de soi? Ou est-ce qu'on veut aussi fonder une famille pour plaire? Plaire à l'environnement, plaire au père, à la mère, parce qu'il y a une pression pour ça. Et également, est-ce qu'on veut réellement fonder une famille ou est-ce qu'on n'est pas plutôt amoureux de l'idée de la famille, en général? Il faut faire très attention à ça, parce que j'en reviendrai sur, certains archétypes de personnalité, hem et notamment les ISFJ et les ESFJ qui sont quand même, je le rappelle, l'archétype présent chez les femmes, ont tendance, alors plus que les autres archétypes, à être amoureux de l'idée de la famille. Voilà, cette famille, voilà, la famille, on est bien, on est une famille et donc si un membre de la famille sort de ce cadre, n'est pas respectueux de ce cadre, cette personne aura souvent tendance à être exclue de la famille parce qu'en fait, elle est sortie du cadre initial. Donc il faut faire très attention à ce que vous considérez, voilà, être une famille, être au clair avec vous-même et faire attention à ne pas tomber amoureux de cette idée et que ce soit quelque chose de sain, fondamentalement. Et donc la question que je voulais te poser Rémi, alors je ne sais pas si tu voudrais itérer sur ça, mais c'est par rapport aux blessures. Alors tu parlais des blessures justement et selon toi, quel est un peu le starter pack des blessures, c'est-à-dire les blessures les plus communes, chez les gens? Parce que pour moi, avant, quand j'entends toujours,
tant que voilà, par rapport à ma personnalité, quand j'entendais le concept de blessure, j'étais en mode: «Ah c'est voilà, c'est un truc qu'ont les gens, enfin, les gens qui ont des blessures, c'est un peu des tocards», tu vois? Parce qu'en fait, je ne savais pas fondamentalement ce qu'était une blessure. Est-ce que tu aurais, des exemples, voilà, ou des patterns de blessures que tu vois, de manière assez courante, histoire que les gens, qui sont très dans le concret, tu vois, puissent Mmh. comprendre ce que c'est une blessure, pour se dire: «Ah ouais, bah, peut-être que j'en ai en fait, en interne». C'est Je fais pertinent. juste une micro aparté, c'est pas peut-être que j'en ai, c'est tu en as. Mais bref, vas-y. Exactement. Chacun en a, qu'on le veuille ou pas, parce que le psyché de l'enfant est très fragile et c'est ce qui fait que, heu, un simple événement qu'on pourrait considérer être au même niveau que: «On m'a volé mon goûter une fois quand j'étais en CE2», se transforme en: «On m'a coupé le bras et je ne m'en relève pas, je saigne, je suis par terre», pour caractériser, pour grossir le trait. 5 grands types de blessures qu'on connaît, qu'on définit, que c'est pas moi qui définis moi-même, c'est vraiment dans une partie plus, psychologique ou psychanalytique, qui sont donc la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Ce sont les 5 types de blessures. Avec ces 5 types de blessures, on peut en déduire donc plein de possibilités. Si on prend par exemple l'exemple du rejet, ça peut être le fait, de ne pas être considéré par ses parents, d'être un petit peu mis à l'écart, de ne pas être réellement écouté. On est rejeté, comme si on était rejeté du cadre de la famille. Effectivement, on se sent à part, seul, ce qui fait qu'on ne se sent pas en sécurité chez soi, par exemple. Si on prend l'exemple de la blessure d'abandon, très commune chez les femmes. Très commune chez les femmes pour une raison très simple, c'est qu'on a beaucoup plus de pères qui abandonnent le foyer familial qu'on a de mères qui abandonnent le foyer familial, effectivement. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que la jeune fille qui voit son père partir alors qu'elle n'a à peine que 8, 9 ans, va se sentir complètement abandonnée par une figure paternelle qui est absolument impérative et même, je dois le dire, on pourrait même la situer alors pas forcément comme étant supérieure à celle de la mère, mais disons avec un rôle qui pèse encore plus dans le psyché de l'enfant. C'est assez compliqué à expliquer, ça peut être le sujet de notre discussion. Et voilà, ce qui implique que ça va jouer un énorme rôle justement dans la tête de la demoiselle, blessure d'abandon qui va impliquer par exemple par la suite, un schéma, ça va être: «J'ai beaucoup de mal à faire confiance parce que j'ai très peur qu'on finisse par m'abandonner». Exemple concret. Si on continue brièvement avec les autres types de blessures, humiliation. Humiliation, c'est: je suis enfant, je n'ai pas de force, je suis codépendant, ou plutôt, non, je suis complètement dépendant, disons, de mes parents. Mon père me casse la bouche à chaque fois que je fais une erreur ou que je rends un contrôle où j'ai moins de 18/20. Je me sens humilié. Je me sens humilié parce qu'en plus de ça, je me fais casser la bouche devant mes frères et sœurs qui, eux, ne subissent rien. Humiliation. Mais en plus injustice. Donc là, généralement, on peut voir d'ailleurs que, une blessure, ça va pas être 100 d'une seule chose, ça va être une combinaison de tout. Donc c'est une question de pourcentage. C'est pour ça que généralement, on va venir l'observer sous forme de pourcentage, en mode à combien de pourcents c'est tel type de blessure. Il y a ça, donc par exemple de l'injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres? Par exemple. Ça peut être le fait d'observer justement en apparence des foyers familiaux qui sont avec un œil beaucoup plus dur, beaucoup plus structuré, avec beaucoup plus de sécurité et de voir que son foyer familial, heu, part en cacahuète, où justement on se sent pas du tout à l'aise, pas du tout en sécurité. Quand on va dans la maison de son ami, de son camarade de classe, qu'on voit que ses parents lui donnent un goûter avec des gâteaux, machin, du lait. Prends ton temps, joue à la console, pas de souci. Et quand tu vois que tu rentres chez toi, que tu te fais éclater le visage parce que juste, tu as pas dit bonjour, du coup tu t'es fait, voilà, qui comprenne qui pourra. Pareil, gros problème. Donc des blessures qui vont advenir comme ça et pareil donc pour la blessure de trahison. On a confiance en quelqu'un, quelqu'un trahit notre confiance, qui va être généralement d'ailleurs une blessure qui va être assez liée à la blessure d'abandon, par exemple. Trahison, abandon, voilà. Mais 5 types de blessures qu'on retrouve communément chez toute la population, à différentes manières et cetera, en fonction du contexte familial. Heu, un exercice concret, je vais en donner un, en garder un seul, pour venir observer quels sont les événements passés qui nous ont blessés, c'est faire en sorte
de s'enregistrer en vidéo, en train de raconter son histoire, sa propre histoire, sur l'espace d'une trentaine, quarantaine de minutes. Prendre le temps de raconter toute son histoire depuis les premiers souvenirs que l'on a jusqu'à aujourd'hui et faire en sorte de voir, en la re-regardant, à quel moment est-ce qu'on peut observer des changements de position et toute petite expression ou expression quoi quelle qu'elle soit, qui démontre une forme d'inconfort, de malaise. Et en venant observer ces choses-là, on va déjà donc éliminer une partie de nos événements passés qui n'ont pas forcément eu un affect fort sur nous, venir trouver celles qui ont eu un affect plus fort sur nous et derrière faire appel à quelqu'un qui est capable d'aider à avoir un regard, extérieur sur le sujet, un spécialiste idéalement, pour mettre en lumière justement ces choses-là, sans pour autant venir parce que parfois c'est des éléments qui sont vraiment traumatisants et très traumatisants. Donc mettre en lumière ces choses-là, sans venir créer un stress, monstrueux qui pourrait complètement déstabiliser le psyché de la personne et l'envoyer, à l'hôpital psychiatrique, qui est un sujet donc que monsieur Romain ici maîtrise, notamment, en tout cas dans une certaine mesure. Voilà. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez en connaître, en apprendre davantage sur, entre autres, les relations hommes-femmes et les mécanismes qui les régissent, on vous renvoie à la chaîne de Rémi. Pareil, on vous renvoie à la chaîne de Yann par rapport aux archétypes de personnalité, parce que c'est très puissant et il traite la chose d'une manière très claire. Donc ça, c'est si vous voulez en savoir plus dans le détail. Il y a énormément de sujets passionnants qui ont été soulevés. Là, normalement, vous devriez commencer à avoir une ébauche du fait que la psyché n'est pas forcément aussi équilibrée que vous souhaiteriez qu'elle est, et il n'y a pas de souci, il faut commencer par savoir qu'il y a un problème avant de pouvoir le résoudre. Et nous aborderons précisément dans d'autres podcasts comment, avec Monsieur Rémy, davantage comprendre, ces mécanismes qui nous régissent et trouver vraiment les choses à traiter. Comment, plus avec moi, les traiter spécifiquement, puis par la suite, comment optimiser votre cerveau pour devenir vraiment meilleur avec Yann. J'ai relevé beaucoup de choses, j'ai beaucoup de questions. Déjà, j'aimerais synthétiser ton propos en une phrase qui est la suivante: «Si tu as des blessures, serre-toi les couilles». Très simple, très cash. C'est direct. Non, de manière plus sérieuse, alors oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé des chiffres juste pour, voilà, pour venir exposer ce que tu expliquais par rapport au fait que le foyer était loin d'être, dans la plupart des cas, un endroit calme et sympathique. Alors, donc ça, ce sont des chiffres, des États-Unis qui peuvent s'étendre, de manière globale au monde occidental. En Asie, la culture est différente, donc ça ne sera pas forcément les mêmes blessures, pareil en Afrique, dans les pays du Maghreb. Et donc en tout cas, aux États-Unis, dans les foyers, 10 des enfants ont eu une quelconque forme de violence psychologique. Je pense que c'est plus. 30 des enfants ont eu une quelconque forme de violence physique. 20 des enfants, un enfant sur 5 ont eu, de quelque manière que ce soit, des violences sexuelles, hein. On pense à France Gall, on pense à Marie Laforêt, on pense à beaucoup de personnes qui se sont fait, et c'est triste, violer et on pense aussi aux gros pédophiles comme Claude François. 25 des ménages, on observe que dans 25 des ménages, il y a un dysfonctionnement du ménage. Du coup, ça peut être, des couchers tard, des levées tard, on peut pas aider pour faire les devoirs, enfin, un cadre qui ne crée pas du tout la sécurité et le sentiment d'être aidé, d'être accompagné. Que, dans 20 des ménages, les parents, souffrent d'une maladie mentale ou que les enfants sont exposés à des personnes qui ont une maladie mentale, on compatit, et que 12 des enfants, enfin, pardon, quand je disais ménage, c'est 12 des enfants qui ont subi ce que je dis par rapport au ménage. Donc 12 des enfants ont vu leur père, avoir une quelconque forme de violence psychologique ou physique envers leur mère. Donc c'est-à-dire que si on met bout à bout, même si on fait pas partie des 10 des 30 des 20 ou des 25, statistiquement, il est fort probable qu'on fasse partie d'un des pourcentages. Bref, donc ça, c'était pour exposer de manière, concrète, enfin, venir, apporter des chiffres par rapport à, Au TE. au voilà, un petit peu Ouais de et TE. pour juste rebondir avant que tu puisses continuer, Romain, Ouais, je t'en prie. hem,
Là, c'est intéressant, tu vois, les gens regardent ces études, ils disent: «Ah, peut-être que je suis dedans, je suis peut-être pas dedans». Mais là, on parle du foyer familial. C'est-à-dire qu'en plus du foyer familial, il y a eu quoi? Il y a eu la nourrice, les personnes avec qui vous étiez quand vous étiez petit, les professeurs et donc sur toutes ces personnes, peut-être, allez, 5, 10, 15, 20 personnes avec qui vous avez été en contact entre, disons, votre naissance à 7, 10, 15 ans. Heu, dans 100 des cas, vous avez quelqu'un qui est flingué, autour de vous, qui a eu une influence sur votre psyché. Donc là, on parle juste du foyer familial. Donc, faut que vous mettiez en perspective toutes les personnes que vous avez eues, à votre contact. Je te laisse continuer, Romain. Yes, c'est non, mais c'est intéressant parce que souvent, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient, en fait. Et souvent, on se dit que c'est normal parce que justement, on n'a pas eu d'autres références. Mais oui, il y a eu une nourrice, il y a eu un parent, il y a eu un oncle qui a peut-être un moment, il suffit d'une fois, d'une expérience, fait des choses qui nous amène à nos 5 blessures fondamentales et donc derrière tout ce qui en découle jusqu'au partenaire, jusqu'à sa vie, jusqu'à créer une famille. En plus de ça, si on a le biais de créer une famille avec l'image qu'on a de la famille, ou du coup si on répond pas parfaitement à ça, ce qui sera très certainement le cas en tant qu'homme ou en tant que grands-parents et cetera, nous-mêmes on a nos blessures, on va être exclus, donc ça vient continuer la boucle. C'est un gros bordel. Du coup, parmi l'ensemble des questions, alors déjà, ce que tu exposais finalement, Rémi, c'était plaire versus guérir et que l'une des meilleures manières d'attirer à soi une ou un partenaire de qualité, c'est non plus de chercher à plaire, donc mettre du maquillage, du fond de teint, aller twerker dans des boîtes de nuit, mais de guérir. Donc la question déjà, c'est que sans forcément rentrer dans les détails, ça sera très certainement l'objet d'un voire plusieurs autres podcasts. Mais, est-ce que c'est possible de guérir? Comment peut se manifester la guérison vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'univers ou des changements qu'on peut voir opérer dans sa vie? Est-ce que ma question est claire déjà? Comment opérer cette guérison? Ouais. Comment opérer cette guérison? C'est une très, très bonne question. C'est pour opérer une guérison, il faut déjà trouver la blessure. Quelque chose que j'avais déjà référencé dans une de mes vidéos, c'était que les hommes vont avoir beaucoup de difficultés à identifier leurs blessures, mais statistiquement et par rapport notamment aux femmes, plus de facilité à venir agir par rapport à cette blessure. Parce que les hommes sont habituellement des individus qui sont dans l'initiation. Voilà. À l'inverse, une femme va avoir beaucoup plus de facilité à identifier sa blessure. Par contre, beaucoup plus de difficulté à agir par rapport à cette blessure. Que ce que j'ai déjà mentionné, globalement et qui est important de garder en tête parce qu'effectivement, ça veut dire que la difficulté se situe sur 2 endroits différents du parcours pour les hommes comme pour les femmes et donc qu'il y a quand même cette notion, cette nécessité, on pourrait dire, de demander de l'aide pour pouvoir guérir. Ça, tu l'as bien mentionné, c'était très vrai, très clair. Il faut être capable de refouler son ego, maladif, qui estime pouvoir tout faire par lui-même, qui en fait est l'incarnation, d'une énergie un petit peu, qu'on pourrait considérer immature du héros, littéralement, énergie immature du guerrier encore enfantine, On reviendra tout un sujet. sur les Ouais, archétypes ouais, matures, sur qu'est-ce qu'un vrai homme, qu'est-ce qu'une vraie mmh, femme dans d'autres podcasts, ouais. entre autres avec les rituels de passage à l'âge adulte. Ça, c'était une petite parenthèse, mais c'est ça, exactement. Donc ça implique de déjà demander de l'aide. Donc savoir étant homme, alors homme-femme, d'ailleurs je reprécise, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément mentionné, mais par homme, j'implique individu à l'énergie prédominante masculine, par femme, j'implique individu à l'énergie prédominante féminine. Ce qui veut dire parfois que, justement, un homme, en apparence homme, va avoir une énergie plutôt féminine, une femme plutôt masculine, donc ce qui va impliquer d'autres choses. Voilà. D'ailleurs Romain, on ne te voit plus. Je ne sais pas si c'est normal. Ah ouais, t'inquiète, OK. Voilà. Donc par rapport au traitement de ces blessures, demander de l'aide. Demander de l'aide parce que c'est toujours beaucoup plus compliqué déjà que d'avoir une compréhension de sa blessure si on est par soi-même et seul. Donc en fait, c'est
un point de comparaison que j'avais utilisé dernièrement, ne serait-ce que pas plus tard qu'hier, c'est étant seul. On est seul comme un sauvage dans la nature au milieu de la jungle. Quel est le seul lieu où on va pouvoir se regarder, se contempler et voir à quoi on ressemble? Dans le cours d'eau, d'accord? Dans le cours d'eau, quand on va se regarder, notre reflet va être généralement assez flou. On va ne pouvoir que se contempler que jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que le cours d'eau est en mouvement. Et le fait que ce soit en mouvement, ça implique qu'on ait des difficultés à observer ce qui se passe. Comme pour un individu qui souhaite se contempler et voir ce qui se passe par rapport à lui-même, surtout au début. Au début, donc ça va être beaucoup plus facile, plutôt que de chercher donc du coup une mare où l'eau stagne et où c'est plus simple de s'observer, plus facile que d'aller chercher un individu et de lui demander de nous observer sous toutes les coutures, de voir même derrière nous, donc dans notre dos, qu'est-ce qui se passe, en gros. Là, c'est pareil. Donc surtout à quelqu'un qui a l'expérience pour, donc je recommanderais de trouver un mentor. Trouver un mentor, très utile, quelqu'un en qui on peut porter une confiance quasiment absolue par rapport au fait de vouloir notre bien, donc être bienveillant. Ça, c'est bien le comprendre. Et deuxièmement, de compter sur cette personne pour nous observer et venir, mettre en lumière tout, toutes les blessures ou en tout cas au moins la blessure principale qu'on va trouver chez ces individus. Deuxièmement, on va non plus te faire trop long, mais pour venir traiter cette blessure, une fois qu'on a reçu une certaine forme d'aide, il s'agira de s'accorder du temps régulièrement pour faire des activités qui permettent de s'ouvrir ou d'exprimer justement ces émotions qui, bien généralement, ont été somatisées. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend du temps chaque jour pour faire des activités telles que, la méditation, du journaling, par exemple. En gros, entre autres, c'est ces 2 grandes parties. Aller marcher en silence, c'est très bien aussi d'ailleurs. Faire de la contemplation, c'est une forme de méditation en fait. Pour venir, s'ouvrir un petit peu à la fonction qui était nommée, tantôt comme FI, internal feeling, le ressenti, et faire en sorte donc de non pas poser un regard analytique qui est généralement prôné en développement personnel par rapport à ses blessures, et bel et bien, on pourrait dire un regard rempli d'empathie, de compréhension et simplement donc Bah, axé sur oui, d'acceptation, tout simplement. l'acceptation. Voilà, basé sur l'acceptation. Ce qui va impliquer que derrière on puisse, progressivement avec différents exercices et le soutien d'un mentor, guérir ses blessures, se sentir progressivement mieux et voir très facilement, très naturellement que les autres personnes vont avoir une attitude qui va changer à notre égard. Progressivement plus s'ouvrir, plus être souriante. Par exemple, pour un homme, ça va être des femmes qui vont aller plus naturellement, plus facilement le voir. Demander un numéro de téléphone, ça peut être juste ça. Plein de petites choses comme ça, plein de petites subtilités qu'on va venir remarquer et qui vont venir renforcer notre boucle de feedback positive. Encore et encore et encore, jusqu'à en fait, nous conditionner sur le fait que, voilà, on est sur un processus de guérison, voire on est quasiment guéri, même si c'est quelque chose qui prend du temps, d'une certaine manière, en tout cas un certain temps. C'est pas fait en un jour, en tout cas. Qui va justifier qu'on continue d'agir régulièrement pour pouvoir guérir ses blessures. Parce que ce n'est pas, le coup d'un moment. Ceux qui vont aller chercher, je dirais en tout cas, une expérience et une seule, en fait, quelque chose qui se passe ne serait-ce que sur une journée, venir par exemple, voilà, exemple très concret, consommer l'ayahuasca et derrière espérer que les blessures se guérissent naturellement. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a cette notion, c'est quand même important, il y a cette notion donc, d'expérience, on pourrait dire, qu'on pourrait considérer comme chamanique, qui va débloquer un certain spectre de l'inconscient et une compréhension de celui-ci, mais compréhension ne veut pas dire action et ne veut pas dire application. Donc, à toute personne qui souhaiterait avoir ce genre d'expérience, ça peut être même, un déblocage par un magnéticien, peu importe, des choses comme ça. Il y a une notion d'événement, on pourrait dire, individuel, la première occurrence qui débloque la compréhension, mais derrière, il faut une intégration. Et intégration, ça passe par quoi? Par une action quotidienne qui va venir, continuer d'ouvrir cette perception, mais en même temps créer une action, certaine pour pouvoir progressivement accepter cette blessure et donc la faire cicatriser. Voilà.
totalement. Et juste pour revenir sur, le FI, chose que j'ai pu expérimenter et que d'autres, personnes que je connais ont pu expérimenter. Souvent chez les hommes, d'un point de vue, heu, culturel et éducatif, il y a un rejet justement de ce feeling interne, et encore plus chez certains archétypes qui ont un FI, dans leur inconscient, donc qui n'est pas naturel chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont se connecter à ce FI, pour avoir pu l'expérimenter, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont expérimenté, ils le ressentent. Donc pour la première fois, ils vont se connecter à leurs émotions au grand moment, et ils se rendent compte de quoi? Ils se sentent mal. Vraiment, le feeling est absolument, désastreux, c'est absolument pourri. Et donc ça va mener à quoi? Souvent, à se dire: «OK, bah, je me sens mal quand je me connecte à mes émotions, donc je vais rentrer, dans un pattern que je trouve qui a été assez salement, transformé. Je vais rentrer dans du stoïcisme, du surstoïcisme. Mode, je vais rejeter mes émotions. Plutôt que de les comprendre et de me dire: «OK, c'est des indicateurs, comment je me sens», je vais rejeter mes émotions. Parce qu'en fait, quand je sens mes émotions, je me sens mal, ce qui renforce cette boucle dont je parlais, cette boucle de feedback négatif. Et donc la chose à faire, c'est de premièrement avoir l'habitude de ressentir l'émotion. OK, je me sens mal, mais au moins je la sens l'émotion. Déjà le première étape a été faite, je me sens mal. OK, je me rends compte au bout de plusieurs jours, OK, je la sens, je me sens mal, je me sens mal. Et quand on a vraiment cette connexion profonde et qu'on sait qu'on se sent mal, bah, instinctivement, on va mettre des choses en place, on va tester des choses par rapport à ce feeling pour se sentir mieux. Et souvent, c'est quoi? Pourquoi je me sens mal? Parce que je m'aime pas moi-même, j'ai des problèmes internes avec moi-même, je vais les résoudre, et donc ça va vous inciter à les résoudre. Donc quand vous avez ce feeling, cette connexion à l'émotion, il faut simplement, comme tu disais, la comprendre, ressentir, et une fois que vous la comprenez, là, vous la ressentez, vous dites: «OK, ben là, il y a quelque chose à traiter, je vais arrêter de la rejeter, je vais essayer de discuter avec elle, d'être très amical avec elle et dire: "OK, bah, OK, je vais discuter avec toi". L'émotion, c'est un petit peu le diable, voilà, le diable en personne, l'émotion négative. On va s'asseoir avec elle, à la table, on lui donne une chaise, on va commencer à discuter avec elle, dire: "OK, bon, c'est bon, je sais que tu es là, c'est l'éléphant, dans la pièce, maintenant je vais commencer à discuter avec toi". Et c'est comme ça que qu'on fait ce travail, concrètement. C'est très, 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 très intéressant parce que, il y a 2 courants dans le développement personnel, donc l'un, c'était plutôt il y a quelques années, mais c'est effectivement ce délire chamanique, chakra, spiritualité indienne, donc par rapport à l'ayahuasca, parce que justement ça permet de comprendre des trucs qu'on n'aurait pas forcément compris. Il y a des dérives qui amènent à des choses complètement inutiles, qui est de faire des retraites méditatives d'une semaine dans la forêt avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'en fait, la compréhension sera erronée et en fait, on va c'est-à-dire que c'est intéressant du point de vue que ça exprime une pulsion, entre autres donc de se comprendre soi-même et pulsion donc à laquelle, on va trouver une réponse. Et le deuxième truc par rapport à l'archétype du mec, du guerrier qui a peur de rien, qui a aucune émotion et tout, c'est donc typiquement l'archétype du mec, du militaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de militaires qui sont extrêmement faibles après avoir fait des missions parce que syndrome de post-traumatique et justement, vu qu'ils ont toutes leurs émotions en eux, bah, en fait, ils meurent de l'intérieur, en fait. Et justement, ce courant du stoïcisme, c'est-à-dire que ça, c'est plutôt un truc actuel où tu as des grosses vidéos, avec des musiques générées par IA, 1 heure et demie de musique stoïcienne pour atteindre l'équilibre et se détacher de tout courant. C'est en c'est en gros pareil, ça répond à une pulsion, à un désir, à un problème qui n'est pas du tout identifié et du coup qui est l'incompétence totale que vont avoir la plupart des humains à gérer leurs émotions, à bien les gérer, autant d'un point de vue fonction cognitive que d'un point de vue, dans le corps. Et du coup, on apporte quoi comme solution? Un pansement, voilà, on met le pansement sur la fracture donc c'est-à-dire, juste détache-toi, tout ça. Donc c'est intéressant que justement on observe dans le développement personnel. Et donc la jeune femme de notre histoire a dû emprunter l'un de ces chemins où justement on te dit: «Tu vas avoir une solution en empruntant tel chemin», alors qu'en fait la problématique est plus profonde, moins complexe, mais plus profonde et plus subtile et que tant que tu traites pas ça, bah, tout ce qu'il y aura en extérieur ne te permettra pas d'avancer. Voilà pour le petit rebond.
Partenaire, ah oui, vas-y, Rémi, je t'en prie. Une petite parenthèse finale, je pense, à ce sujet, c'est que les gourous du développement personnel vont proposer aux gens de répondre à leurs désirs et pas à leurs besoins. C'est une réponse au désir de la personne. Ils donnent aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une solution facile. Mais est-ce que c'est vraiment une solution dans ce cas-là? C'est littéralement, c'est le pansement sur la fracture. C'est quelque chose qui a l'air, en apparence, temporairement, de solutionner notre problème, mais qui est en fait un symptôme qui cache quelque chose de bien plus profond, qui a été somatisé et qui, si il n'est pas, découvert, ce problème plus profond, et traité ou guéri rapidement, risque de faire très, très mal, surtout aux alentours de quelque chose qui s'appelle la quarantaine et où les gens finissent par tuer leurs femmes et leurs enfants à coups de revolver et d'enterrer dans le jardin, par exemple. C'est un exemple. Ne faites pas ça chez vous. Ceci n'est pas une recommandation médicale. Et on en revient encore une fois, plaisir versus guérir. Et alors, j'avais juste un truc, une phrase pour synthétiser également ce que tu disais, Rémi, tout à l'heure. Le partenaire est le miroir de vos failles. Voilà, Tout à fait. petite note lyrique. Très vrai. C'est exactement ça. C'est un petit peu comme le miroir d'Harry Potter, miroir du désir, du Riséd, normalement, qui là serait incarné par le partenaire et le miroir, non pas du désir, mais ouais, de la faille, c'est ça, qui montre toutes nos imperfections et qui sublime ces imperfections pour bien les mettre en lumière, mais d'une manière qui est tellement irritante qu'en fait, on peut ne pas s'en rendre compte qu'en fait, c'est nous et que ça vient de nous. Donc, ouais. Très bien. Écoutez, messieurs, je pense que nous avons eu une discussion des plus intéressantes. En tout cas, à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, en espérant que ça vous aura plu, intéressé. Si vous avez un feedback constructif à apporter, faites donc, s'il vous plaît. S'il n'est pas constructif, vous pouvez le formuler aussi. Juste, généralement, on est assez piquant quand on tacle les personnes qui n'apportent pas quelque chose à la table. La réponse risque de faire plus mal que le commentaire. Voilà, faites attention à vos commentaires, parce que du coup, on est 3 et nous aimons bien les combats déséquilibrés. Parfait. Pour vous donner juste quelques idées avant de vous lâcher sur potentiellement les autres sujets, on pourrait aborder, les rituels donc du passage à l'âge adulte, les archétypes, donc les archétypes matures. Également, qu'est-ce que l'amour? C'est-à-dire amour d'un point de vue émotion, d'un point de vue biochimique, mais aussi d'un point de vue, essayer de combler quelque chose. Qu'est-ce que les styles d'attachement? En quoi est-ce qu'ils ont un impact sur nous? Également la détermination d'un point de vue de quand on est, de toutes les influences qu'on a et donc la liberté en tant que telle et donc d'une manière plus globale, comment devenir un être spirituel qui se rapproche de Dieu au lieu d'être un gros nul d'humain contrôlé par plein d'autres facteurs. Voilà. Voilà, si je puis rajouter, quelque chose, n'hésitez pas également à nous faire des feedbacks, nous envoyer des commentaires sur le premier podcast qu'on fait, donc on est ouvert aux suggestions et également si vous avez, voilà, des questions par rapport à vous-même, des problèmes, des challenges, des choses à nous partager, que ce soit sous la forme de la lettre qu'on a pu avoir pour, la jeune femme ou sous d'autres formes, n'hésitez pas à nous les partager. Ça nous fera, des choses sur lesquelles on pourra rebondir pour vous aider et pour éduquer, tout le monde. Quand je dis éduquer, c'est que vous avez des problèmes et sachez que ces problèmes, comme vous avez pu l'avoir pour, cette femme en question, i vous pouvez rendre compte que vous avez les mêmes problèmes, donc vos problèmes sont aussi partagés. Donc en plus de vous aider vous-même, vous permettrez d'aider les autres. Et si vous avez de l'argent à nous donner pour optimiser votre cerveau, guérir votre main, allez-y aussi, hein. Votre vie n'en sera que meilleure et que plus épanouie. De belles paroles. Au revoir. Au revoir. Au revoir.